Bon début de semaine à tous et à toutes. Merci de nous choisir. Bonjour et bienvenue. Vous regardez le Loft et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, il sera question de troisième art. Oui, on va parler art plastique, on va parler peinture, mais surtout aujourd'hui, en début d'émission, on a un entretien car on va faire une rencontre entre deux types d'art, ou on va dire plutôt deux classes d'art. On en parle et j'ai le plaisir de recevoir pour vous en entretien aujourd'hui M. Christophe Sawadogo. Il est artiste plasticien, critique d'art et on a le plaisir de l'avoir ici. Également passionné de la calligraphie. Voilà. D'accord, donc on l'a déjà reçu sur ce plateau et c'est un plaisir de le recevoir encore une fois, cette fois en tant qu'auteur, si on le dit ainsi, oui, de l'affiche du FESPACO de cette année. Bienvenue sur ce plateau, M. Sawadogo. Merci beaucoup. Comment Merci ça va? Ça se passe très bien, ça va. Alors, critique d'art quand on est artiste, oui. Comment on allie les deux? Il faut dire, quand j'ai fini ma formation en art et communication à l'Université de Ouagadougou, il fallait faire des notices pour accompagner la création des artistes. Il se trouve que j'ai bénéficié d'une petite formation à l'université en la matière, donc ça a été comme dans la continuité, j'ai pu faire des écrits, des notices pour des revues à l'extérieur, et donc c'était comme ça. Mais je n'ai pas vraiment continué avec la critique d'art parce que bon, il fallait que je me consacre à la création plastique directement, donc j'ai abandonné plus tôt la critique d'art. Est-ce que ça, parce que moi je me suis toujours dit, on ne peut pas être, ça fait comme être juge et parti, être artiste et critique. C'est-à-dire, est-ce que c'est jouable les deux, sur les deux tableaux? C'est assez délicat, c'est assez difficile, mais en même temps, je pense qu'on a besoin du sens critique pour créer. Bien sûr. Donc, oui, c'est très bien si on a aussi cette capacité à juger sa propre création, à travailler et puis un peu donner son point de vue sur ce qui se fait autour de soi. Mais ça c'est vraiment l'importance de la critique dans la création. Mais c'est très, très accaparant comme métier, le fait d'être critique d'art, et c'est aussi accaparant comme métier aussi d'être peintre. Donc, pouvoir conjuguer les deux au pluriel, ce n'est pas évident. Moi, je veux surtout dire, est-ce que ça n'amène pas, ça ne tue pas un peu la créativité quand on a un peu l'esprit du critique qui est là au moment de la création? Est-ce que ça ne nous empêche pas, on se dit, d'un point de vue, au lieu juste d'être dans la création, on est dans une réflexion critique aussi. Est-ce que ça ne tue pas un peu la créativité d'avoir un esprit trop critique quand on crée? Non, je pense que c'est aussi inhérent à la création. Parce que quand on crée, on se remet en cause. Et pour se remettre en cause, il faut se critiquer. Il faut aussi avoir une vision sur ce qu'on fait et se dire, ben, j'étais à tel point, voilà des acquis, ben, voici aussi ce que je peux réaliser autrement. Et donc, cette remise en cause perpétuelle, là, elle se fait avec un sens critique. Donc, tout créateur porte en lui ce besoin de critiquer, de se remettre en cause. Oui. D'accord. Bon, on n'est pas là pour parler critique, hein. C'est juste que j'ai juste abordé la question vite fait. Oui. On revient sur l'affiche du FESPACO de cette année. Oui. Une très belle affiche. Merci. Et comment se fait le contact? Le contact, j'ai réalisé un portrait du réalisateur Idrissa Ouedraogo. Et donc, quand je l'ai posté sur ma page Facebook, alors les gens du FESPACO, le directeur général, le délégué général et ses collaborateurs ont jugé nécessaire de m'approcher pour me demander s'ils pouvaient acquérir le portrait. Voilà, le portrait d'Idrissa. Et je leur ai dit non, il n'était pas à vendre parce que j'ai eu une relation assez particulière avec ces réalisateurs-là. Quand j'ai fait mon exposition à l'Institut français en 2014, le sculpteur Kissiri qui l'a invité, il est venu et il a regardé toute mon exposition et il m'a dit « J'aimerais que tu me fasses une affiche pour mon prochain film ». Et donc on a vraiment tissé des liens à partir de cette exposition-là. Et je me suis dit, ok, c'est un très grand honneur, pourquoi pas. Et puis ce qui est arrivé, on l'a tous déploré, il est décédé, donc je n'ai pas pu travailler avec lui. Et puis je me suis dit, ben, je ferai
un portrait de ce monsieur-là, de ce grand homme du cinéma africain, du cinéma mondial. Et quand je l'ai réalisé, ce portrait, donc le délégué général du FESPACO est venu avec ses collaborateurs. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient l'acheter. Donc je dis non, parce que j'ai une œuvre qui n'a pas de valeur monétaire. Oui, il y avait quand même il y avait cette affection-là. Oui, on ne peut pas mettre un prix sur une œuvre de ce genre-là. Oui, oui. Et puis il y avait aussi un monsieur qui m'a contacté, qui travaille dans une institution ici, je ne vais pas citer le nom, mais qui m'a contacté, qui m'a dit, cette œuvre-là, il me la faut. Et j'ai dit non, elle n'est pas à vendre. Il dit, ton prix serait le mien. J'ai dit non, ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'attachement personnel. Et donc, voilà. Mais le FESPACO m'a convaincu, les responsables du FESPACO m'ont convaincu qu'il faut que Idrissa soit au FESPACO et que c'est là qu'il doit être. Et puis bon, ils m'ont donné des raisons. Et je pense que comme cette œuvre-là doit rester au pays, je leur ai dit, hein, quand je voulais voir le portrait, vous me donnerez l'occasion de venir le voir parce que c'est inspirant pour moi, comme ça peut être pour vous, effectivement. D'accord. Oui. Okay. Donc c'est comme ça que le contact se fait. Et à quel moment on vous demande de faire l'affiche? Alors, donc après cela, ils m'ont demandé si je pouvais réaliser l'affiche de la prochaine édition du FESPACO. Donc il y a 5 mois de cela. Et donc j'ai dit, je vais faire une proposition. Et ils m'ont dit qu'il y a d'autres propositions aussi qu'ils attendaient. Et donc je me suis lancé dans cette aventure-là. Et puis, j'ai dit pourquoi pas, parce que la rencontre entre les arts plastiques et puis le cinéma, c'est quelque chose qui pourrait être encouragé, quelque chose qui pourrait être porteuse d'un fruit. Et c'est ce fruit que nous avons réalisé ici. Qui est très beau. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez le sentiment que d'un premier regard, on se rend compte de ce qui est sur l'affiche? Je ne sais pas parce que... Est-ce qu'en regardant comme ça, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur l'œuvre voit immédiatement ce que vous avez montré? Quand vous l'avez dévoilé à la conférence de presse, est-ce que vous avez eu l'impression que les gens ont vu ce que vous avez peint? Oui, il y en a qui m'ont dit automatiquement qu'ils ont reconnu Yenenga sur son cheval. D'accord. De toute façon, je ne suis pas allé très loin pour chercher au niveau des personnages, au niveau des éléments de la composition. C'est Yenenga, c'est le cheval, donc ça apparaissait un peu quand même immédiatement, donc ces éléments-là. Et puis, il y en a aussi qui ont dit, c'est une première fois, il faut un peu regarder pour que les choses, pour que les choses apparaissent, évidemment. Je dis, bon, c'est aussi dans les arts plastiques, c'est comme ça. Parfois, ce n'est pas tout donné au premier degré, il faut toujours un peu regarder, il faut toujours déchiffrer. Un peu plus de présence de la personne qui contemple le... Exactement. Ouais. C'est comme un film, on peut regarder un film une fois, mais c'est peut-être à la 3e, 4e fois qu'on se rend compte des éléments qu'il y a dedans, qu'on comprend le mieux. Mais on ne regarde jamais le même film, on ne regarde jamais la même affiche, on ne lit jamais le même livre. C'est comme ça une œuvre d'art, je pense. D'accord. Waouh, c'est bien dit. Et là, justement, on se retrouve avec Yenenga sur son cheval. C'est très clairement, typiquement symbolique du FESPACO, puisque de toutes les façons, le grand trophée, c'est les talents de Yenenga. Oui. Mais le thème cette année, on parle de cinéma d'Afrique et de sa diaspora. Voilà, donc, nouveaux regards, nouveaux défis. Exactement. Voilà, exactement. Donc, je me suis dit, après le mouvement MeToo, il y a quelques années de cela, on n'en est pas vraiment loin. Donc, je pense que la femme est plus que jamais présente dans la prise de parole. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas m'inspirer de Yenenga et de lui donner un visage contemporain. C'est pour cela qu'on a dans son habillement voilà, une couleur plus bleue. On sait très bien qu'au 11e, 12e siècle, à l'époque de Yenenga, ce n'était peut-être pas la couleur qui était portée. Mais voilà, la couleur indigo existait, c'est vrai. Mais là, je lui ai donné une tenue beaucoup plus contemporaine. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est l'inscrire dans le temps, ces personnages-là. Et puis, je me suis inspiré de figures comme Samir Rama, et de figures aussi comme Yembi Ouattara. Et puis, voilà,
Et puis d'autres figures, parce que dans mon atelier, je reçois des gens, des filles, des garçons qui viennent en stage pour apprendre un peu les techniques du dessin. Donc il y a des traits comme ça que je ressors. J'essaye de puiser dans plusieurs traits pour former mon personnage. C'est la technique que, en fait, je réalise. Voilà. Donc c'est parti de plusieurs traits comme ça. Parce que ce qui fait la différence entre votre visage et celui de quelqu'un d'autre, c'est les traits. Et puis la manière dont la lumière se projette sur un peu votre visage. Donc j'essaie de prendre des traits et de les composer. C'est ça la composition aussi. Donc c'est ce qui a donné lieu à ce portrait-là. Une femme, je ne dirais pas guerrière, mais en tout cas une militante, et donc qui tient une lance de sa main gauche et qui indique devant elle où il faut aller, de sa main droite qui indique où il faut aller. En l'instant, le cheval regarde en arrière et Yenenga également pour dire que pour avancer dans la vie, il faut regarder derrière soi, il faut regarder, avoir un regard sur sa culture et aussi pour pouvoir se projeter. Voilà, un pied, comme avec le trépied de votre caméra, un pied dans le passé, un autre dans le présent, mais un autre aussi dans le futur. Donc c'est un peu une histoire de trépied comme ça, pour ancrer sa vie. Voilà. Très clairement, le 7e art a été happé par le 3e, c'est ça? Oui, le 3e. Le 3e art. Donc on dit c'est le premier des arts, parce qu'effectivement, quand on fait un peu l'histoire, on voit que c'est venu un peu, que ce soit de Lascaux à tout, voilà, etc. D'accord, c'est vraiment beau. Et donc, c'est dire que c'est la proposition qui a été retenue ou finalement, à un moment donné, vous étiez sûr que vous travailliez sur l'affiche? Non, j'ai travaillé sur le tableau. Et le tableau a été traduit en affiche, par le graphiste Élisée Sarré. C'est un jeune graphiste burkinabé qui vit aux États-Unis. C'est lui qui a traduit ce tableau en affiche. Voilà, il faut que je précise. C'est une collaboration. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a tous un petit l'affiche en A4 ou en A3. On a reçu des exemplaires à la conférence de presse. Donc clairement, ce n'est pas le tableau original qu'on a reçu. Et ça, c'est une œuvre unique qui sera gardée où, ce tableau? Le tableau, pour le moment, c'est à l'atelier. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Mais pour moi, ils m'ont pris Idrissa, mais je vais me battre quand même pour ce tableau-là. Pour Yenenga? Oui, voilà, je vais me battre pour Yenenga. Je ne peux pas perdre tous les deux, il faut voir. D'accord, Et du coup, qu'est-ce qui a été utilisé pour composer ces couleurs-là? J'ai travaillé vraiment avec des couleurs locales, avec de la terre. Le cheval, c'est avec de la terre. Parce que souvent, j'utilise des pigments naturels, j'utilise beaucoup de couleurs que je peux trouver à proximité. D'accord. Voilà. Mais en même temps, je les ai mélangées à de l'acrylique. Ce sont des couleurs à eau, c'est des couleurs qu'on travaille à eau. Et donc ça se mélange à l'eau et à la colle également. Donc ça a été un travail sur des couleurs, sur des techniques mixtes. Voilà. J'ai utilisé un peu de pastel. Mais après, comme le pastel, il faut le fixer pour que ça reste assez stable dans le temps. J'ai eu un peu peur parce que souvent avec la manipulation, ce n'est pas évident. Donc j'y ai ajouté de l'acrylique pour renforcer un peu la solidité. La résistance. La résistance aussi du matériau. Est-ce que souvent quand vous donnez un tableau, vous êtes tenté de donner une notice de comment s'assurer que ça reste en l'état à certains acheteurs? Bon, normalement, quand un tableau est réalisé et dans des conditions optimales, en respectant quand même toutes les techniques pour que les pigments tiennent sur la toile, en respectant les techniques de séchage, en respectant les techniques de fixation des matériaux. Et s'il y a un bon encadrement, en général, on recommande quand même qu'on prenne le cadre. L'encadrement, c'est cela, c'est prévu pour que l'œuvre soit un peu isolée de la manipulation. On connaît les effets néfastes de la salive sur les pigments, c'est assez
que ce soit pour de la salive. Oui, c'est comme c'est pour ça que ceux qui manipulent dans les musées, dans les galeries, les œuvres d'art, ils portent des gants. Voilà, et ça doit être aseptisé parce que la salive, elle est présente même quand elle est présente dans nos mains. Donc ça peut être des facteurs de détérioration des œuvres d'art. C'est pour ça aussi, même pour les photos, on demande quand même de ne pas trop manipuler. Avec les doigts, effectivement. Voilà. Mais est-ce que vitrer les cadres, c'est conseillé ou pas? Vitrer les cadres, en fait, la vitre, c'est une protection également. Mais il y a des vitres qui sont anti-reflets, qui sont assez neutres, qui peuvent permettre à l'œuvre de résister un peu à la poussière, à la lumière. C'est pour ça que souvent, certaines œuvres, on demande à les vitrer pour les protéger. Voilà, parce qu'il y a souvent, dans les habitations, il y a une forte climatisation. On sait très bien l'action de l'humidité sur les pigments, sur les œuvres d'art. Donc, c'est pour ça que souvent, pour les protéger, un encadrement avec des vitres est recommandé pour les œuvres sur papier. Sur papier, oui. D'accord. Voilà. Oui. Donc, il n'y a pas que sur papier. En fait, moi, je me suis toujours demandé comment il y a des œuvres qui traversent le temps. Oui. En peinture. Comment ça se fait? Ça a l'air quand même assez fragile. Oui, il y a un secret, effectivement, vous avez raison. Oui, il y a les œuvres, par exemple, du 15e siècle, on a la Joconde, effectivement, qui est là et que les gens peuvent toujours admirer. Et en fait, ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que c'est des œuvres qui sont restaurées. Il y a des restaurateurs dont c'est vraiment la profession et qui ont fait une école de restauration. Voilà. Alors, leur travail, pour les œuvres abîmées ou pour les œuvres qui ont tendance à se dégrader avec le temps. Une œuvre, on sait très bien qu'après 50 ans, que ce soit, surtout avec les techniques modernes, on sait très bien qu'après, ça commence à se fissurer, ça commence à craqueler. Alors, il faut des restaurateurs pour entretenir cette œuvre-là. Ces œuvres, donc, chaque fois, les œuvres qu'on a dans les musées sont sorties et restaurées et puis remises à la circulation. D'accord, je comprends mieux. Parce que je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça tienne aussi longtemps et que souvent on a l'impression que ce qui est fait récemment se détériore plus vite? D'accord, c'est bon à savoir. Oui, mais c'est important de noter. Les œuvres sur papier, certaines œuvres ne sont pas toujours restaurées, si bien que ça a tendance à disparaître un peu avec le temps. On a vu des œuvres sur papier comme ça, au crayon, etc., donc qui ont tendance à faire dans la déperdition des matériaux. C'est une dégradation naturelle en fait de la matière. Donc à un moment ou à un autre, elle meurt de sa belle mort, comme on le dit. Et les supports lui-même. Oui. Les supports lui-même. Tranquille. Voilà. Tout a une fin, en fait. Oui, tout a une fin. Donc, même le support. Alors, j'ai lu quelque part que vous aimez bien faire des silhouettes féminines. Oui, c'est vrai que la plupart de mes sujets sont féminins. D'accord. Oui, et je dis toujours que chaque femme que je peins, c'est ma tante que je représente. Parce que c'est elle qui m'a élevé, je pense, de mon enfance jusqu'à mon âge adulte. Et je lui dois beaucoup de ce que j'ai pu apprendre et devenir dans la vie. C'est un hommage à ma tante, en fait. Donc là, c'est encore un hommage à elle. Je la vois dans sa combativité et donc dans sa force pour tenir malgré les conditions de vie difficiles. Oui. C'est elle que je vois, même si ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle, mais il y a, quand même un fond d'elle. Oui. Donc c'est dire que, à travers votre tante, est-ce qu'il y a une place particulière que vous apportez à la femme dans notre société? Oui, mais disons, on a une part de la femme en nous, parce qu'on vient de la femme. Absolument. Vous avez tous le chromosome X de toutes les façons. Voilà, je pense à Stendhal, quand on lui a demandé de s'exprimer par rapport, il dit Madame Bovary, c'est moi. Et donc, un peu pour dire que, quelque part, nous avons toujours quand même dans notre vie une référence dans ce que nous sommes, à notre maman, à notre papa, ou à notre tante, ou à notre soeur. Donc je pense qu'on véhicule un peu le vécu de ce que nous avons autour de nous. Et donc ça se projette
parfois sur ce que nous faisons et ça devient aussi je pense une motivation supplémentaire pour... on a des héros, on a des héroïnes. Oui, pourquoi ne pas les célébrer? Exactement. C'est cela. Je pense que Yenenga, le personnage de Yenenga, c'est un mythe fondateur. Et voilà, que ce soit, qu'on soit homme, qu'on soit femme, je pense, Yenenga inspire nos actions au quotidien. C'est ça. C'est cela. Donc, alors que elle est bel et bien une femme. Exactement. C'est vrai que souvent, il y en a qui ont tendance à oublier ce petit détail, surtout quand on est dans la société dans laquelle on parle. Ça arrive. Dans le monde de la peinture, vous en connaissez beaucoup de femmes qui évoluent? Oui, je connais pas mal, j'en ai côtoyé beaucoup et puis on travaille avec pas mal d'artistes femmes. Il y a Agaratu Ouedraogo, il y a Suzanne Ouedraogo, il y a Mariam Sougué, il y a Blanche Ouedraogo, et donc il y a Agnès Tebda. Et puis dernièrement, à Ouékré, nous avons invité une artiste femme burkinabé qui réside en France, voilà, Olga Yameogo. D'accord. Voilà, c'était l'invité d'honneur. On a voulu rendre hommage effectivement à ces femmes qui quittent derrière la toile ou qui quittent derrière l'objectif, la caméra, etc. et qui se placent maintenant en auteur, en autrice, en créatrice et donc elles deviennent, au lieu d'être modèles... Elles passent de sujet de modèle voilà, à sujet de symbole, modèle, elles deviennent même créatrices confirmées. Et donc, en fait, l'idée de la faire venir ici, c'était pour montrer que, voilà, on peut quitter de la casserole à la toile et réaliser, voilà, au pinceau, et que donc, ce ne sont pas toujours des personnages d'arrière-plan. On a vu dans l'histoire Camille Claudel qui a travaillé beaucoup dans l'atelier de Rodin. Et Rodin, elle faisait les mains de Rodin. Et on attribuait toute la gloire à Rodin, mais on ne savait pas que c'était Camille Claudel qui était au fond de l'atelier. Il n'était pas bien Rodin dans les finitions au niveau des mains, mais c'était Camille Claudel. Elle terminait bien. La sœur du poète Paul Claudel. Voilà, donc Camille Claudel qui finit, elle a fini folle. Et donc son histoire était assez triste. Et donc on a tout fait pour un peu l'oublier, mais elle a été ressuscitée il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, on voit, reconnaît ses œuvres. Ouais, et donc il est temps effectivement que la femme, on a toujours peint la femme comme modèle, il est temps maintenant que la femme dise ce qu'elle a à dire aussi. Parce qu'elle a des choses à dire, elle en a. Voilà. Absolument. Et justement, on va recevoir l'une de celles que vous avez citées pour la suite de cette émission, parce que oui, on a envie de nous inviter un peu plus dans cet univers de l'art plastique, de la peinture, à travers les techniques que vous utilisez, à travers les matières que vous choisissez de travailler. On a parlé tantôt de pigments naturels, de techniques de peinture. On en parle, mais en attendant, on s'accorde une petite pause, le temps d'accueillir sur ce plateau Ajaratu Ouedraogo. Merci. C'est reparti pour le Club des Arts. Nommée la capitale de l'Uruguay. Montevideo. Commençons par la lettre N, qui se préoccupe uniquement de sa propre personne. Oui, Brian. Narcissique. La deuxième citation. Par exemple, si c'est au Burkina, tu peux aller en Côte d'Ivoire voler. Bienvenue au jeu Le Club des As. Je vous sais très fidèle à cette émission. La Constiche, commençons par la lettre D, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Oui, Freddy. Démocratie. Comment? La démocratie. La démocratie, et c'est vous qui prenez les points. Le sport. Des buzzers, une mantre religieuse. Ou encore le tigre de l'herbe. Sa devise est unité, travail, patriotisme. L'Érythrée. Non, faites-nous un petit briefing. On n'a pas fait quelque chose d'extra jusque-là, vu qu'on n'a pas encore établi un écart de 100 points entre nous et les adversaires. Donc... Rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, merci les As. Et nous voilà de retour sur le plateau du Loft. Je vous ai promis une autre présence féminine. Eh bien, elle est là, elle est magnifique. Elle est également créatrice, artiste, peintre et réalisatrice de films d'animation. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui Ajaratu Ouedraogo. Bonjour.
Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien et vous? Ça va très bien. Ça s'est bien passé à Abidjan? Oui, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Moi-même. Super, c'est top. Ça, je suis preneuse déjà. Alors, on dit que les femmes dans le milieu de la peinture au Burkina ne sont pas nombreuses. Oui. Comment ça se fait? Mais il y en a quand même. Je pense qu'on Absolument. est au nombre de 7 ou 8. Oui. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça viendra. Et je me dis que c'est... Même pour être artiste, peindre simple, c'est pas simple, n'en parlons pas de femmes artistes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire l'effort encore doublement. Et il faut vraiment croire à ce que tu fais et vraiment vouloir t'exprimer à travers la peinture pour continuer. Sinon, c'est pas simple. Mais on est dedans et on s'éclate. C'est bien. Ça n'a pas l'air facile au quotidien, mais comment Adjaratou arrive à la peinture? Et disons que pour moi, j'ai toujours dit ça, la peinture, le dessin, c'est un moyen d'expression pour moi parce que je suis de nature timide, je ne parle presque pas. Okay. Il suffit de me donner un papier, un crayon ou la peinture, une toile vierge et je m'exprime. Donc disons que ça fait déjà plus d'une trentaine d'années que je peins. Je peins parce que j'avais des choses à dire et comme je ne parlais pas, je dessinais, je gribouillais. Et pour moi, c'est une thérapie en fait, c'est une manière de me libérer. Et sans un jour même vouloir être peintre, pour moi c'est vraiment, voilà. La forme d'expression que vous avez trouvée. Et après, je pense que plus de 10 ans après, les gens ont vu mon travail, ils ont voulu m'exposer. J'ai dit, bien en fait, c'est comme un journal intime en fait. C'est une partie de moi que vous voulez montrer au monde. J'ai dit non, j'ai refusé pendant presque 3, 4, 5 ans. D'accord. Et un jour, j'ai dit oui, bon, pourquoi pas. Et ma première exposition, c'était vraiment un grand succès. Exposition, bon, je faisais des expos collectives, mais pas vraiment une exposition individuelle. Oui. Et j'ai vu que les gens ont beaucoup aimé ce que je fais. Et bon, tant mieux si j'arrive à m'exprimer à travers ça, que la peinture, vraiment, c'est un moyen d'expression. Et si je peux vivre de ça, eh bien, tant mieux. D'accord. Depuis, ça fait déjà plus de 15 ans que je voyage à l'extérieur, je vois mes expositions et tout ça. Mais est-ce que ça change votre rapport à la peinture, au dessin, qui d'un moyen d'expression devient, on va dire exclusivement, mais également un gagne-pain? Jusqu'à présent, c'est toujours un moyen d'expression. Il y a des choses que je n'arrive pas à dire, mais sur la toile, je dis. Donc pour moi, jusqu'à présent, la peinture, pour moi, c'est toujours un moyen d'expression. Je m'exprime à travers mes peintures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, ce qui plaît beaucoup aux gens. Mais ça très coloré, voilà, oui, très coloré. Et voilà, c'est toujours vraiment un moyen d'expression. D'accord. Donc est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas commander une toile à Adjaratou? Oh, c'est difficile parce que je dis, bon, si tu as besoin d'une toile d'Adjaratou, laisse Adjaratou et Drago peindre et tu verras les toiles d'Adjaratou et Drago. S'il y a une toile qui te plaît, tu l'achètes. Parce que je ne peux pas, une commande, non, je n'accepte pas les commandes. D'accord. Effectivement, on dit que l'artiste laisse toujours une part de lui-même dans ses œuvres. Voilà. C'est pareil pour... Oui. Quand on m'a demandé pour le visuel, par exemple, on m'a donné la thématique et puis sans contrainte, sans pression, je devrais aller un peu comme je voulais sur la toile. Donc c'est un peu cela. Et quand on attend une œuvre d'un artiste, il ne faut pas toujours lui mettre des barrières ou lui mettre un peu... les artistes ne rentrent pas dans les cases. On n'aime pas trop les cadres. On travaille avec les cadres, mais on n'aime pas être mis dans le cadre. Voilà. C'est l'œuvre dans un cadre, c'est bon, mais l'artiste pas dans un cadre. Ou bien la personne peut dire que j'aime une toile dans le ton chaud au froid. Et moi, je me dis, OK, bon, dans ce cas, je vais plusieurs toiles et puis tu choisis ce que tu veux. Mais c'est pas juste, ouais, fais-moi un personnage qui est assis avec... Non. Ça marche voilà, pas. Ça marche pas comme ça. Donc, est-ce que c'est dire, est-ce que finalement, il y a une part volontaire de Adjaratou dans ces toiles? Disons que mes toiles, c'est mon histoire, c'est moi, c'est mes voisines, c'est tout ce que je vis au quotidien, ce que mes voisins, mes amis vivent au quotidien, c'est tout ça que je
transmets sur mes toiles. Surtout, il y a moi beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne choisit pas ce qu'elle... Est-ce qu'elle choisit ce qu'elle dépose sur une toile ou ça vient d'instinct? Quand je commence par beaucoup de mélange de couleurs, je mélange. Au fur et à mesure, je peux décider de travailler sur la situation de l'enfant de la rue, mais je ne décide pas au début de dessiner un enfant qui a sa boîte ou un enfant qui dort. Non, je mélange les couleurs au fur et à mesure, en fonction de mon inspiration, et le dessin vient par-dessus après. D'accord. La prochaine fois, on va faire une performance. On va faire une performance. Ne vous en faites pas, on est en train de trouver le cadre. On n'a pas réussi cette fois. On s'est dit, OK, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais on le met et on le fait la prochaine fois. On va faire une performance et vous allez voir comment Adjaratou Ouedraogo travaille. Absolument. Et justement, on l'a dit, hein, être artiste plasticien, peintre au Burkina, il faut en vouloir. Il faut avoir choisi, il faut s'accrocher, vivre de ça. Est-ce que ça veut dire qu'autour de vous, immédiatement, il y a des gens qui ne comprennent pas votre art? Je dirais que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas et certains viennent même te demander « Mais ce que tu fais là, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire? C'est tout ce que tu sais, ce que tu fais, voilà. Mais tu fais autre chose à... Non, mais c'est tout ce que tu fais. C'est un passe-temps ou oui, c'est un bien métier? C'est parce que tu n'as pas eu de travail que tu fais ça. Je dis, mais c'est mon travail comme ça. Oh, haya. Non, tu comprends qu'en fait, la personne, bon, pour lui, c'est parce que tu n'as rien d'autre à faire. Que tu fais ça. Que tu fais ça. Mais c'est après, quand quelqu'un vient, il achète une toile et tu commences à compter les billets, il dit, est-ce que... Non, mais quand escroquerie. Ça, c'est pas... Regarde sur le mélange de couleurs là, et puis ça donne ça. Je te dis, mais attends, c'est juste ça là qui t'a dit, oui, c'est ça. Ah, finalement, c'est ça. Oui. Bon, voilà. Je pense que c'est aussi à nous de faire comprendre aux gens que ce qu'on fait là, c'est notre métier, c'est le boulot, et on vit de ça en fait. Sinon, bon, les gens voient un tableau, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, pour eux, bon, écoute, c'est un mélange de couleurs. Certains même qui comparent ta toile avec un sac, tu donnes le prix, dis, mais ça fait combien de sacs de riz? Donc, ah ouais, d'accord. Il y a des pays où, par exemple, il y a quand même une pratique assez lointaine de l'art moderne donc, ou contemporain. Donc, dans ces pays-là, où on amène souvent les enfants, où on amène la famille dans les galeries, dans les expositions ou dans les ateliers d'artistes, il y a comme une compréhension assez naturelle. Donc, on sait ce qu'on fait, etc. Donc, les questions là, techniques, on sent très bien quand on pose ça que eux là, ils ont déjà eu à faire une œuvre d'art. Et donc, il y a cet état de fait. Il y a aussi le fait que quand on fait une exposition, on peut arriver, parfois ça marche à l'émotion, au coup de foudre. Il y en a qui arrivent comme ça, qui sont touchés immédiatement par une ou une autre, mais pas par telle autre ou par telle. Donc, ça dépend des relations qu'on a avec aussi l'œuvre en face. Et donc, c'est vrai que quand dans notre environnement, il faut aussi s'ouvrir, il faut toujours essayer d'expliquer un peu que c'est un métier et on l'a choisi parce que, bon, on a des choses à dire et on a aussi des choses à partager. Mais on peut acheter une œuvre d'art, comprendre peut-être quelque chose aujourd'hui et avec le temps, découvrir autre chose encore. Donc, ce n'est pas toujours sur le champ, c'est parfois aussi avec le temps. On découvre. Au fur et à mesure. Et bon, de toute façon, je reviendrai après sur ce plateau pour parler. J'ai un événement en octobre, ma ville en peinture, qui va parler de la peinture dans la rue de Ouagadougou. Mais je reviendrai parler de Absolument, j'espère bien. Si je le vois ailleurs, ça va être grave. je reviendrai parler. Je suis en train de baliser déjà l'exclusivité. Voilà, je reviendrai parler de ma ville en peinture parce que ça va être un gros truc. Et voilà, d'accord. En tout cas, on a demandé à nos téléspectateurs justement ce qu'ils pensent de l'art plastique, de la peinture et de ceux qui l'ont choisi comme métier. On regarde leurs éléments de réponse. Ouais, moi, je pense que l'art plastique, c'est une bonne chose et c'est aussi un métier qu'on peut vivre de ça aussi. À mon niveau, bon, c'est vraiment compliqué de vivre de l'art. Par exemple, je connais un certain artiste, je le connais très bien. Vraiment, il se débrouille pas mal. Voilà. Et puis, j'ai déjà vu ses peintures, ce qu'il a fait comme... j'ai tout vu.
Il y a des gens qui travaillent ça pour nourrir leur famille. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est très très important dans la vie aussi. Pour moi, oui, c'est un métier d'avenir. Car ceux-mêmes qui font ça ont besoin aussi d'encouragement. Quand tu fais quelque chose, tu as besoin d'encouragement. Et la plupart des gens ne s'occupent pas trop de ça aussi. Car à l'extérieur, les gens s'occupent trop de ça qu'ici. Mais ici, au Burkina, on voit que c'est pas bon, qu'on perd du temps à faire ça, alors que c'est une bonne chose aussi. Bon, moi, je pense que l'art plastique n'est pas aussi développé dans notre pays comme cela. Ce qui fait que d'après, c'est un art qui n'est pas aussi reconnu en tant que tel. Dans un contexte de famine, d'extrême pauvreté, il est un peu compliqué parce que les gens ne s'intéressent pas à ce domaine-là. Ça veut dire que le beau n'attire pas l'attention des populations en tant que tel. Ce qui fait que d'après, Vanucru n'a point d'oreille. Ce qui fait qu'on ne consomme pas les quelques fabrications en plastique ici. Et donc, c'est à moins que d'après le gouvernement accompagne les artistes. Sinon, ils ne peuvent pas vivre de l'art plastique. Ou du moins, s'il faut les touristes aussi développés. Donc, bon, les Européens ou bien les pays occidentaux qui vont venir, ils vont maintenant aider à ce que d'après ces artistes-là puissent vivre de cet art plastique-là. Oui, aujourd'hui, je peux dire qu'avec art plastique, on peut vivre de ça. Parce que tout d'abord, moi-même, j'ai vécu avec des gens qui sont dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ils sont devenus des calligraphes professionnels. Voilà, ils font des logos professionnels, des dessins sur les tableaux, sur les panneaux publicitaires. Et moi-même, je peux prendre l'exemple, j'ai suivi ça de la 6e en 3e aujourd'hui. Je peux réaliser quelque chose. Je pense bien qu'on peut vivre de ça. Alors, réaction à chaud. C'est ça qui est là. C'est un peu effectivement ce qu'on peut voir comme lecture, ce que les gens nous demandent souvent quand on expose ou même dans nos ateliers, on nous demande est-ce que vous vivez de votre art? Est-ce que vous arrivez à en voilà, vivre? on arrive à en vivre. C'est vrai qu'au départ, il faut travailler à acheter son matériel et puis à nourrir son art, je dirais. Mais avec le temps, je pense que c'est un art qui est assez reconnaissant. Il n'est pas ingrat. Moi, je pense qu'il nous nourrit, il nous permet vraiment de réaliser nos rêves, nos ambitions. Et voilà, et c'est ça qui est assez important. C'est un métier comme tous les autres. Quand on s'y adonne avec amour, avec passion, on finit par être récompensé d'une manière ou d'une autre. D'accord. Voilà. Ouais, c'est comme le grand frère Christophe Sargo l'a dit. Au début, c'est difficile. Hein. C'est difficile, mais quand tu aimes, tu crois en ton art, ça finit toujours par payer. D'accord. Mais quand on dit que c'est un métier comme un autre, est-ce que c'est pas vite dit aussi? Moi, j'ai envie de dire, moi, je suis allée à l'école et j'ai appris le journalisme. Oui. C'est différent. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'à l'université également, on fait art plastique et tout ça, il y a des universités, il y a les écoles des beaux-arts. Mais il faut l'avoir déjà avant d'aller pour la suite de la formation. Est-ce que dans ces conditions, on peut encore dire que c'est un métier comme un autre? Si tu n'as pas cette fibre artistique, est-ce que tu peux apprendre à être peintre? Quand je dis un métier comme un autre, je veux dire, dans tout métier, il faut avoir de la passion. Absolument. Il faut avoir de la motivation pour le réaliser. Quand on réalise, quand on fait un travail sans motivation, quand on fait un travail sans passion, je pense que non seulement on ne s'y adonne pas pleinement, mais en même temps, on n'est pas préparé à trouver les astuces et tout ce qu'il y a pour avancer. Et surtout à affronter les obstacles. Oui, voilà. Et donc, à la moindre obstacle, on peut abandonner. Mais on peut avancer, on peut continuer, on peut y arriver s'il y a cette motivation, s'il y a cette volonté et s'il y a aussi cette passion-là. D'accord. Je dirais qu'il y a des gens même qui ont fait des écoles de beaux-arts, mais qui ne sont pas des artistes aujourd'hui, qui ne vivent pas de ça aujourd'hui. Et nous, par exemple, moi, je suis autodidacte. Je n'ai jamais pris de cours de dessin, école de dessin. Mais voilà, je vis de mon art aujourd'hui. J'ai fait mes études en comptabilité, mais ça ne m'empêche pas de vivre de mon art aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut, c'est comme le grand frère l'a dit, il faut aimer ce qu'on fait et puis va persévérer dedans. Toujours pas. Parce qu'en fait, je pose cette question. C'est ce qu'on dit, pardon, ce que vous voulez dire aussi. Il y a le fait, effectivement, il y a les retombées financières. Mais ce qu'on peut aussi souligner, c'est qu'il y en a qui utilisent l'art pour soigner l'art-thérapie, effectivement, on en a reçu une qui fait de l'art-thérapie, effectivement. Voilà, l'art-thérapie, plusieurs fois, on a fait des interventions dans des hôpitaux, dans des centres psychiatriques pour accompagner des malades qui avaient complètement
qui était psychotique, qui avait été... qui ne communiquait plus du tout. Qui n'avait plus la volonté. Ce nerf dont ils avaient mal à la volonté, comme on dit. Voilà, mal à la volonté. Donc, certaines couleurs, des couleurs assez fortes, assez chaudes, ça peut relever, ça peut donner beaucoup plus de tonus. Il y a des couleurs qui donnent les tonus. Exactement. Et donc, pour certains cas de malades très surexcités ou alors assez violents, on a des couleurs très apaisantes. On a des travaux comme ça. On a élu des travaux avec des personnes assez violentes, avec des couleurs apaisantes. Et on arrive à dompter un peu l'esprit, à accompagner, à canaliser un peu ces gens-là vers des expressions. Et donc, c'est assez, ça peut être libérateur. C'est pareil, on conseille souvent de choisir des couleurs pour les chambres des enfants en fonction de leur caractère et de leur personnalité, soit pour les apaiser, soit pour les rendre un peu plus extravertis. Moi, personnellement, je dirais que si je n'étais pas peut-être peintre, j'allais être folle. Parce que j'ai eu des périodes dans ma vie que la peinture m'a beaucoup aidé. J'ai passé mon temps à peindre et après, ça décale. Donc, si je n'avais pas la peinture, je ne sais pas ce que j'allais. Donc, pour moi, la peinture, c'est vraiment une thérapie. Ça m'aide vraiment. Tant que je me sens bien ou je ne me sens pas bien, tant que je prends le pinceau, les couleurs, waouh, ça... On est dans une... On gère ses émotions mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez ça pour accompagner des personnes qui ont besoin justement d'être un peu plus en phase avec soi? Oui. Moi, c'est comme grand frère l'a dit, dans les hôpitaux, je travaille avec des enfants sourds-muets qui veulent, handicapés auditifs, comme on le dit, qui veulent s'exprimer, qui ont des choses à dire et qui, comme ils ne parlent pas à travers la peinture, ça les aide à s'exprimer. Ou les gens qui ne se sentent pas bien et tu arrives, avec la couleur, les dessins, après tu vois que la personne commence à sourire et ça te procure de la joie de voir une personne qui est triste au début, après tu commences à sourire. Voilà. Exactement. Il ne faut pas oublier je vais dire, je ne sais pas si on est en train de sortir du Covid, je le souhaite. On prie pour ça. On prie pour ça. Et donc, nous avons utilisé l'art pour accompagner cette phase-là. Oui, cette phase-là, pendant, par exemple, Wécré, et les gens sont allés dans les parcs, ils ont regardé des œuvres d'art, mais même à domicile, les gens ont passé du temps à regarder des tableaux pour avoir un peu de confort, à écouter de la musique, à écouter du cinéma. Donc l'art accompagne les gens dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Voilà. Donc, ne dit-on pas que l'art fait vivre? L'art fait vivre. L'art fait vivre. Exactement. Ouais. Mais pour revenir à ma question, en fait, par rapport au fait que ce soit un métier comme un autre, à un moment donné, forcément, tous les deux, vous avez une belle carrière en tant qu'artiste peintre. Vous voyagez beaucoup, vous êtes sollicité en dehors de nos frontières, en dehors du continent d'ailleurs, où vous nous représentez valablement. Et en ce moment, très clairement, tous ceux qui vous regardent disent « Ah oui, mais ça, c'est une vie dont je rêve. Moi, j'ai envie de vivre comme ça. Moi, j'ai envie d'être tout le temps en voyage comme Adjaratou, comme Christophe. J'ai envie de faire de l'art. » Et ça me rappelle cette scène dans Intouchable, je ne sais pas si vous l'avez vu, où Omar Sy, devant le tableau, se dit « Ah ouais, ça se vend si cher, je vais faire pareil. » Est-ce que justement, on ne peut pas... Exactement. Il jette et il se dit... Tranquille. Est-ce que souvent vous n'avez pas l'impression d'avoir des artistes de ce type-là autour de vous qui se disent tiens, ces trucs-là en fait, ça parle aux Occidentaux, tu mélanges un peu, toi-même tu ne comprends pas, mais la personne est persuadée que ça veut dire quelque chose, elle est contente, elle paye le prix, tu es tranquille. Est-ce que vous n'en rencontrez pas? Mais en fait, quand on regarde, on peut penser que même quand on regarde l'art abstrait, un jet de couleurs comme ça, et qu'on compose, et puis on se dit c'est vite fait. Mais en général, les peintres abstraits, la plupart du temps, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup sur le figuratif. On peut citer plein d'autres, mais bon, peut-être ce n'est pas là, que ce soit Kandinsky, que ce soit aujourd'hui Paul Klee, etc., etc. Beaucoup de peintres, Christian Aoué, etc. Donc, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont commencé par un travail assez solide sur la figure, sur les formes, etc. Et après, maintenant, qui font des combinaisons de couleurs. Quand on regarde, en tout cas, on sent qu'il y a du travail derrière, de la matière derrière. Mais en même temps,
on peut dire que aussi, ce qui est intéressant dans les œuvres d'art, dans ce qu'on apprend, mais il y a aussi ce qui peut venir de façon spontanée et qu'on peut faire les sorties. Parce que c'est ça, les couleurs sont des langages de l'âme, on le dit ça. Donc, c'est des expressions, des fragments de notre âme. Donc, alors, quand c'est vraiment comme ça, et qui qu'on soit, quand on met de la couleur et qu'on peut suivre un peu comment vous vous exprimez, l'essentiel n'est pas qu'on dise il suit les règles ou tout. L'essentiel, c'est de voir comment est-ce que voilà, cet enfant-là ou cet adulte-là dit son monde avec la couleur et on peut le suivre. Et il y a des grands peintres qui se sont inspirés des dessins d'enfants, des dessins de fous. Basquiat, par exemple, s'est inspiré des dessins d'enfants, des dessins de fous, des gens qui n'ont jamais peut-être été dans une école d'art, comme on le dit. Et donc, ce qui est important, c'est la sincérité de l'émotion et aussi la force qu'il y a dans le travail. D'accord. Voilà. Ok. Justement, votre univers, ce sont les couleurs. Et la nature est pleine de couleurs. Mais une feuille verte, comment on reproduit du vert sur une toile? On ne va pas juste presser la feuille pour avoir du vert. Non. Du coup, souvent, on se demande, mais d'où viennent ces couleurs qu'on utilise dans la peinture? Parce qu'il y a déjà la couleur verte qui est là, comme couleur primaire. Maintenant, si tu as besoin du vert clair, bon, il y a plusieurs sortes de vert, mais c'est à toi maintenant de faire le mélange, d'obtenir la couleur que tu veux, que tu mettras sur la toile. Parce que les feuilles n'ont pas les mêmes couleurs, les mêmes verts. Il y a beaucoup de nuances de vert, donc ça, voilà, en fonction de sa sensibilité, en fonction du vert, donc si c'est un vert citron, si c'est un vert assez foncé, etc. Voilà, donc c'est en fonction de ce qu'on veut rendre, on fait des mélanges. Voilà, on peut mélanger ce vert-là avec un peu de jaune ou ce vert-là avec un peu de bleu pour le fond. Donc, tout c'est assez bon. Ça me rappelle que quand on était à l'école primaire ou un peu plus tôt, on avait ces codes, enfin, c'est une chanson dont je ne me rappelle pas, mais qui nous rappelait quelle couleur on obtient en mélangeant quelle couleur et quelle couleur. Donc, c'est dire en vrai que quand on est dans l'univers de la peinture, on doit être incollable matière de mélange de couleurs. En fait, bon, par exemple, il y a des couleurs même que moi je mélange, après je dis waouh, c'est beau ça. En fait, à force de mélanger, tu découvres une couleur même que tu n'as pas souhaité au départ. Donc en fait, c'est à force de travailler, de mélanger les couleurs, et tu te retrouves avec une couleur, tu dis waouh, mais c'est joli ça. Voilà, je pense que justement. Et puis, non, c'est vrai, les couleurs, effectivement, c'est comme ça. On les crée. Je me rappelle cette boutade de Picasso qui dit quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. C'est vous dire, effectivement, les couleurs. On s'en accommode. Voilà, on les crée et puis on leur donne l'expression qu'on veut sur nos œuvres. Et puis, on peut faire appel. Il y en a qui ont peint des hommes en bleu, il y en a qui ont peint des hommes en vert, il y en a qui ont peint des hommes en rouge. Et voilà. Et donc, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est assez. C'est très excitant. La couleur, c'est assez. Voilà, c'est des tonalités, c'est des émotions, c'est très fort, c'est très bien. On a rencontré je ne sais pas si on dit un autre de vos collègues, en tout cas il est artiste peintre, il a comme couleur de prédilection les pigments naturels, Bernardin, Battionneau, on regarde, on est les moyens. Je me nomme Bernardin Battionneau, je suis artiste peintre. Bon, j'ai commencé ce travail, je peux dire que c'est dans ma tendre enfance. Ma maman décorait l'intérieur des cases avec les pigments naturels, avec des argiles. Bon, c'est comme ça que j'ai été initié depuis mon bas âge. Et bon, ce désir est resté en moi. Bon, et j'ai essayé aussi de le développer à ma manière. Bon, j'ai eu à faire des expositions dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Aujourd'hui, dans l'atelier, je vais présenter les processus de préparation des couleurs que j'utilise pour faire mes tableaux. Les couleurs de base sont des couleurs naturelles, mais c'est des couleurs que je collecte un peu partout et j'associe aussi à des acryliques.
pour pouvoir obtenir certaines couleurs. Par exemple, il n'y a pas la terre bleue, donc c'est du bleu que je cherche sur le marché. J'associe à de la poussière. Bon, cette poussière, je l'ai collectée dans les jantes des camions. Bon, je donne les boîtes et souvent je demande aux apprentis parce que les camions reviennent de loin et avec des poussières fines dans les jantes. Et je collecte ces poussières et ensuite j'associe d'autres couleurs à d'autres couleurs pour pouvoir obtenir ce que je veux. Et ça, c'est la suie. C'est de la suie, de la fumée qui est grattée sur les murs, là où on fait le feu avec le bois. Et je l'écrase, je tamise, et ensuite j'ajoute de la colle pour pouvoir travailler. Bon, ça, c'est de la pierre qu'on peut rayer à longue. Bon, vous voyez, dans les montagnes, il y a certaines pierres qu'on peut creuser pour faire des briques. Donc, j'enlève ces cailloux, je les pile et je les tamise pour pouvoir obtenir cette poudre-là que j'utilise. C'est mon matériel, ma couleur de base. Cette couleur aussi, bon, c'est de la poussière qui est mélangée à plusieurs acryliques pour obtenir le jaune, ce fond que j'utilise. C'est aussi une des couleurs de base. Le matériel que j'utilise pour réaliser mes œuvres, j'utilise beaucoup l'éponge. Le pinceau intervient pour les finitions. Et j'utilise l'eau aussi beaucoup. Je trempe l'éponge dans la couleur. Et pour obtenir des tons légers, je procède à répandre la couleur sur la toile. Je laisse couler. J'ajoute l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtienne le ton que je veux. Si je veux un ton transparent, je joue avec l'eau. Je dilue au maximum possible. Si je veux une couleur épaisse, je rajoute. Et tout se fait à l'éponge. J'utilise le pinceau pour les finitions. Le travail, ça prend du temps. Pour réaliser une toile, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut laisser sécher avant de remettre la nouvelle couleur. Bon, il y a des tableaux qui peuvent prendre 1 mois, il y a des toiles qui peuvent prendre 2 semaines ou moins de 2 semaines. J'invite le public burkinabé à se déplacer dans les ateliers des artistes. Le travail qu'ils font, c'est des messages qu'ils font passer à travers leurs œuvres. Et que le public s'intéresse aussi à acheter des œuvres pour les décorations de leur environnement. Ben voilà. Pigments naturels. Oui. La première fois qu'on m'a dit qu'on fait de la peinture à partir de la terre, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Oui. Ah. Oui, on utilise tous des pigments naturels. Moi, j'utilise l'acrylique, les pigments pastel, fusain, et c'est la même chose aussi pour Christophe. Voilà. C'est une matière comme toutes les autres. Et donc, la spécificité, c'est qu'il faut, comme Bernadette l'a expliqué, il faut ajouter de la colle pour que ça puisse adhérer sur le support. Et il faut aussi dire que ces pigments naturels, ça ne date pas, par exemple, de notre histoire d'aujourd'hui. Il y a plusieurs siècles, nos ancêtres utilisaient ces pigments dans la statuaire, pour les statues, pour peindre certaines statues ou certains masques, et même pour la décoration intérieure. On se rend que Thiébélé, c'est fait essentiellement par des femmes à base de pigments naturels. Quand on regarde toutes ces cases avec des géométries assez belles sur les cases de Thiébélé, c'est cela. Donc, c'est une technique, le travail des pigments, qui est maîtrisé par nos ancêtres et donc dont on hérite un peu aussi dans nos œuvres. Et on fait des mélanges avec de l'acrylique et ça va. C'est une couleur à eau, donc c'est assez évident comme technique à travailler, à faire des mélanges avec l'acrylique. D'accord. C'est vrai que je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on était allés en France, toi et moi, avec les femmes de Thiébélé qui sont allées peindre des murs. On fait le voyage ensemble en France avec ces femmes-là qui ont amené les pigments naturels pour aller peindre les écoles là-bas. C'était super. Tout à fait. C'était des bons moments. Franchement, ça doit être magnifique. Ça fait déjà 10 ans. Hein. Mais est-ce que ça ne limite pas un peu quand tu travailles avec les pigments naturels, est-ce que ça ne limite pas la palette de couleurs aussi? C'est vrai que ça aussi entre le rouge, le jaune et puis le noir quand on est, donc c'est des ocres assez voilà. Mais en même temps, il faut dire que c'est dans la géographie ici et donc quand on les utilise, on sait très bien que on a affaire à des couleurs locales, à des couleurs de
Parce que aussi, comme l'œuvre d'art parle de l'histoire, mais de la géographie d'un peuple. Voilà, donc on sait que voilà, ça vient de la terre, c'est assez naturel. Il y a des endroits où il y a beaucoup de couleurs. La roche permet l'extraction de beaucoup de nuances. Et donc, là, la gamme est plus variée. Mais dans certains endroits, on a le blanc, on a un peu de noir, on a du rouge, on a du jaune. Donc, c'est déjà quand même une gamme assez intéressante. C'est les couleurs qu'il y a sur moi. Et aujourd'hui, ces femmes de Tébélé, elles peuvent ajouter l'indigo, comme on a vu dans certaines décorations qu'elles font. Parce que l'indigo, c'est une couleur qui est utilisée pour garder la couleur le bleu indigo des tissus, des vêtements. Et les femmes ont une grande expérience dans le travail de l'indigo. Et donc, en les associant, bleu comme une couleur autonome, mais ça donne une vibration à mais l'indigo est un pigment naturel ou pas? Hein? L'indigo, c'est un pigment naturel ou pas? Oui, parce que justement, l'indigo même qu'on dit pour teindre les pailles. Oui. Il y a des teinturières, par exemple, qui ont cette expérience-là dans nos villages. Et souvent, ça ressemble à de la pierre ou quelque chose comme ça. En fait, il y a de la pierre, mais en même temps, c'est des plantes. Il y a une plante qu'on appelle le galet. Je ne sais pas si on le dit ici, mais dans nos villages, ça se dit. Et moi, le village d'où je viens, à Louko, il y avait une tradition de teinture dans mon village et les femmes trempent les boubous dans des puits. Exactement, creuser au sol. Creuser comme ça. Et elles sortent un beau bleu. Donc c'est une plante. Oui, c'est une plante. Moi, je dirais que en fait, les pigments, ça dépend des régions, des pays. Par exemple, ici, on a du jaune, il y a du rouge. Mais quand tu vas en Inde, comme ça, aux États-Unis, en France, pour travailler, il y a des pigments là-bas qu'on n'a pas ici, naturels là-bas qu'on n'a pas ici. Donc, sûrement, ton travail va changer puisque tu vas avoir des jolis bleus, des verts. Mais c'est pigments naturels qu'on n'a pas ici. Des fois, c'est vrai qu'en venant, on rapporte des couleurs qu'on n'a pas sûrement ici. Mais en fait, les pigments naturels, ça dépend des régions dans lesquelles des pays dans lesquels tu es. Et du coup, finalement, ça veut dire quoi? Il faut aller soi-même chercher sa couleur ou est-ce qu'il y en a qui font de la fourniture de pigments naturels un boulot? Est-ce que c'est une chaîne qui est organisée comme ça ou est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous êtes amené, comme Bernardin nous l'a dit dans l'élément, à aller lui-même recueillir la poussière sur les roues des camions? Comment on se procure de ces pigments naturels? Moi, je dirais que ces poussières sur les roues, on les trouve ici dans des endroits où on vend des pigments rouges, des pigments ocre. Il y a des endroits, même Mariam Sougué, qui est une artiste peintre, elle a une boutique là où elle vend des pigments naturels. Donc, on n'a pas besoin d'aller. Bon, chacun avec son inspiration. Par exemple, le vert, on peut l'avoir, mais il y a d'autres qui préfèrent aller prendre une feuille, avoir le vert. Donc, chacun a son inspiration. Voilà. Par exemple, Badiano, il a une façon assez traditionnaliste, par exemple, il connaît bien Tébélé. C'est pour ça que, justement, il travaille, il est de la région, par exemple, d'ailleurs. Donc, il y a ça. Mais quand on parle aussi des pigments, il y a les pigments minéraux naturels qui viennent de la terre minérale, mais il y a aussi des pigments végétaux. Il y a des colorations qu'on peut avoir avec les plantes. Les fleurs. Les fleurs, les plantes, les feuilles, voilà, etc. Les écorces aussi. Les écorces également. Voilà. Et il y a la fiente aussi, qui est utilisée dans les œuvres d'art. Beaucoup de masques que, par exemple, les colons avaient brûlés à l'époque parce qu'ils avaient trouvé qu'il y avait des traces sacrificielles. Il y avait des sacrifices avec du sang d'animaux, avec de la fiente d'animaux, de la bouche des vaches. Ce sont des pigments qui sont très beaux. Aujourd'hui, certains musées, certaines collections rigolent de ces œuvres d'art-là, où on a de la fiente, où on a du kaolac, où on a de la terre, où on a beaucoup de mixité comme ça, de matières. Voilà, c'est ça aussi qui fait le ferment de la culture, quand on peut
partir du terroir, trouver des choses, chercher. ajouter, et aussi s'ouvrir au monde, hein, parce que, voilà, comme disait Agia également, on peut trouver, on utilise des couleurs qui viennent d'ailleurs pour travailler. Donc, souvent, on fait voyager nos pigments également, au-delà de nos toiles. Voilà. Quand on voyage, on amène des pigments dans d'autres pays et on les partage avec des artistes qui sont là-bas, qui n'en ont pas, qui n'en ont pas, qui découvrent les pigments qu'on amène. Ah oui, j'ai vu ça. Ah oui, j'aime bien cette nuance de couleurs, etc. Je dis oui, voilà. Et donc, eux aussi, ils nous donnent des pigments avec lesquels on travaille. Et, voilà, c'est comme ça qu'on procède. En fait, en vrai, artiste, plasticien, peintre, ça fait partie de nos vies ici, mais ça n'a jamais été vraiment considéré comme un métier. Si je prends le cas des femmes de Thiébélé, c'est pas pour être payées qu'elles le font à la base, c'est chez elles, c'est culturel de le faire, de rendre sa maison belle, ça envoie des messages en fonction du type de peinture qu'il y a, de formes qui ont été choisies. Donc souvent on a l'impression que, en vrai, l'art fait juste partie de l'Afrique. Bon, il y a quand même quelques exceptions. On a de belles poteries à Thiéliba. Ah oui. Voilà, et donc ces poteries-là, quand même, c'est pas donné. L'objectif, c'était de... C'est pas donné. Donc là, oui, il y a des objets d'art qui sont destinés à la vente. Mais il y a aussi des objets d'art qui sont destinés à des rites. Et quand c'est destiné à des rites, en général, c'est sacré. Ben oui. Et donc, on sait très bien, en Afrique ici, le sacré, on ne le vend pas. C'est aujourd'hui, avec le pillage des masses, etc., que, bon, on vend. Malheureusement, hein, c'est puni par la loi, mais on assiste à des ventes illicites d'œuvres d'art, et donc, et aussi à des pillages qui a privé beaucoup de pays africains de leur patrimoine. Et donc aujourd'hui, on est en train de parler de leur retour. Et voilà. En parlant de cela, je fais juste une petite parenthèse vite fait, mais aujourd'hui, quand même, dans nos espaces de vie, de plus en plus, on intègre des éléments de décor qui sont culturels d'Afrique. Que 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, tu avais un masque dans ton salon, tous ceux qui te rendent visite te regardent bizarrement en mode, vous avez vu le masque dans le salon du monsieur là? Est-ce que c'est pas un wack? Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui affirment leur africanité en accrochant un masque, en se disant oh, c'est typique de chez moi, j'aimerais bien l'avoir. Il n'y a pas de raison que ça se retrouve chez les Occidentaux et pas chez moi. Donc est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, on a changé un peu ce rapport au sacré là qui fait qu'on se dit ça n'a rien à faire dans un salon? Oui, mais je pense qu'il y a des masques qui sont comme le dit grand frère Christophe, il y a des masques qui sont sacrés. Bah oui. Il y a des masques aussi qui sont des décoratifs. Donc, les masques qu'on utilise pour décorer nos chambres, oui, nos salons, oui. Mais je pense que les masques qui sont sacrés, je pense qu'il faut les laisser là où ils doivent rester. On a tous intérêt à faire ça. Parce que dans ton salon, en plein milieu de la nuit, je pense que... On te dira quelque chose. Il y a des masques pour décorer et puis il y a les masques aussi qui... Effectivement. Mais par exemple, pour certains objets qui n'ont pas été passés par des rites qui ne sont pas sacrés, par exemple, il n'y a pas de mal à valoriser sa culture. Si, par exemple, c'est des objets qui n'appartiennent pas à une pratique rituelle collective. Donc, il y a des œuvres qui sont, disons, destinées à la consommation publique. Il n'y a pas de mal à aller prendre un meuble avec un design, je vais dire, particulier, local. Voilà. Et donc, quand on a ces éléments de la culture chez nous, c'est par exemple aussi, quand on rentre chez soi, on voit que tout... je dirais, les accessoires, toute la décoration, c'est fait à l'image des motifs ou alors d'éléments culturels qui peuvent rappeler une culture donnée. C'est assez intéressant. Absolument. Parce qu'il n'y a pas, aucun pays ne peut se développer si il ne fait pas référence à ses valeurs culturelles. Et je suivais dernièrement une petite vidéo de notre chansonnier, grand chansonnier du Grand Zagamba, qui disait que
en fait, notre force, c'est notre culture. Ouais. Et si nous voulons relever les défis, vaincre tous les maux qui nous sont imposés aujourd'hui, il nous faut revenir vers nos racines, demander protection à notre culture, nous adosser à notre culture pour pouvoir rebondir dans l'avenir. Justement. Mais en parlant de ça aujourd'hui, vous qui êtes très clairement dedans depuis des années, la consommation sur place a l'air de quoi? Est-ce que vous avez des consommateurs burkinabés? Oui, il y en a quelques-uns, mais pas vraiment beaucoup. Okay. Parce que même moi, ici, je suis beaucoup plus connue à l'international. Ici, quand on dit Adiaratou et Drago, bon, c'est pas. Bon, n'en parlons pas des œuvres d'Adiaratou et Drago. Bon, beaucoup de gens ne consomment pas vraiment. D'ici, ne consomment. Mais il y a quelques-uns quand même qui sont. Et c'est ceux qui connaissent la valeur de l'art, qui ne va pas comparer à une sartérie, voilà. Et bon, je peux dire que aussi c'est pas aussi du donner aussi nos œuvres. Donc tout ça là, ça fait que c'est pas simple. Mais on travaille pour que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et que voilà. Ça fait plaisir quand tu vois quelqu'un qui vient, j'aime bien ton travail et j'aimerais l'acheter, je vais payer même 10 fois. Tu dis ouais, il n'y a pas de souci parce que déjà même que la personne aime ce que tu fais, même cadeau même tu peux parce que ça te fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu fais. Ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur de voir quelqu'un, même des enfants qui disent ah oui, j'aimerais bien acheter ton tableau, j'aime beaucoup, même si tu sais que c'est pas, il pourra pas. Mais ça, oui, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ok. Voilà. Ouais. Effectivement, on a de plus en plus des consommateurs locaux parce que il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années de cela, la communauté des artistes plasticiens ne s'était pas agrandie. Et aujourd'hui, on a la chance que de plus en plus de jeunes sont dans ces milieux-là, embrassent ces métiers. Et alors, de plus en plus aussi, il y a un cercle, je dirais, d'initiés qui se forment, qui se créent, et parfois qui se fréquentent, et donc qui arrivent un peu tout doucement à faire bouger les lignes. Et c'est ça qu'il faut encourager. Il faut aussi espérer que ça va continuer, parce que les gens, les Burkinabés, ils voyagent, ils voient ce qui se passe dans les pays où c'est en avance, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Ils voyagent aussi en dehors d'Afrique. Ils voient donc quand même, c'est aussi parlant de savoir que je peux contribuer à ce que les arts plastiques se développent d'une manière ou d'une autre dans mon pays. Et ça passe aussi par le fait que la consommation locale a un peu prenne un peu plus de place. Quelqu'un a dit il faut peut-être que l'État vienne en aide aux artistes plasticiens, mais ils oublient souvent que consommer, c'est aider l'artiste plasticien, puisque si on y croit et qu'on a envie d'avoir un tableau d'un artiste de chez soi dans son salon, ça change de prendre un tableau un peu impersonnel et tout ça. En fait, il y a une chose aussi que les gens ne comprennent pas. En fait, une œuvre d'art que tu achètes aujourd'hui, dans 2-3 ans, l'œuvre prend de la valeur. Donc ça veut dire que tu peux même revendre l'œuvre. Mais les gens ne savent pas, c'est comme un terrain que tu achètes. C'est un investissement, là. Oui. Il y a beaucoup ne savent pas. Et ceux qui le savent, à chaque fois tu as une exposition, il y a des gens qui achètent à chaque fois. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Les gens te demandent. Ils savent qu'après, l'œuvre de Adiaratou et Drago, il y a 5 ans, ce n'est pas le même prix qu'aujourd'hui. Et dans 5 ans, ce ne sera pas le même prix. Et c'est sûr que quelqu'un qui a une œuvre d'Adiara qu'elle a refusé d'exposer au début parce que c'était une part de son intimité, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ça n'a rien à voir avec ça. Dernièrement, il y a eu une exposition en Iran. C'est une exposition d'Andy Warhol. Andy Warhol fait partie des grands peintres du XXe siècle. Andy Warhol, donc, ses œuvres, c'est des dizaines d'œuvres d'Andy Warhol qui ont été collectionnées par la famille royale en Iran et donc les descendants du Shah, etc. Donc, cette exposition est en cours en ce moment. Et ils ont dit, nous avons collectionné ces Andy Warhol et il ne sera pas question que ces œuvres-là sortent du territoire iranien. Et quand on connaît un peu
l'histoire entre ces deux pays aujourd'hui, un trésor américain. Donc, la culture est assez importante, ça peut être un enjeu, géopolitique assez important. Aujourd'hui, tout le monde veut exposer la Joconde. Et la France refuse que la Joconde sorte de son territoire. Oui, bien sûr. Et on doit protéger nos œuvres d'art. Exactement, on doit protéger nos œuvres d'art, essayer de les défendre, parce que la plupart de nos œuvres, il faut l'avouer, sont à l'extérieur. Malheureusement. Et prendront de la valeur à l'extérieur. Oui. Un jour, si on veut faire des études sur nos artistes, il va falloir aller à l'extérieur. Et nos étudiants ou nos chercheurs, il faut aller à l'extérieur parce que les plus grands collectionneurs se trouvent à l'extérieur. Donc, on a intérêt, nous, à travailler à ce qu'il y ait une clientèle locale, des collectionneurs, des médiateurs culturels, des mécènes au niveau local pour encourager ces patrimoines-là. Exactement. Par exemple, moi, je me rappelle, j'ai fait une exposition en mars dernièrement à l'Institut français. Et en fait, j'avais diminué les prix de mes œuvres parce que voilà, c'était une exposition pour aider les femmes vulnérables et tout ça. Et je t'avoue que j'ai vendu plus de la moitié des œuvres. Mais il n'y a pas plus de 2 Burkinabés qui ont acheté. La plupart, même il y a des gens qui ont vu l'expo des États-Unis, de France, qui ont acheté les œuvres ici. À distance. Et j'ai trouvé ça dommage. J'ai vendu beaucoup d'œuvres, mais j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai fait cette exposition-là. C'est pour nous, c'est pour les Burkinabés que j'ai fait l'expo. Mais la moitié des œuvres étaient trouvées à l'extérieur. C'est vraiment dommage. Oui, c'est dommage. Oui. C'est un cri vraiment de cœur. On a un pinceau au cœur quand on voit parfois que nos œuvres, elles partent. Quand j'ai réalisé Idrissa, j'ai dit non, il n'y a pas question qu'il quitte quand même le territoire. Donc, mais c'est un peu ça aussi. Donc, parfois, c'est parce qu'on ne peut pas, si on a la possibilité de développer, que nos œuvres aussi restent ici pour vivre comme ça se passe dans d'autres pays, c'est très important. Mais en même temps, c'est vrai, on n'a pas toute la logistique, toutes les structures pour valoriser nos créations ici. Ailleurs, il y a les ventes aux enchères, il y a les grosses maisons de vente, etc., qui font monter les codes et les prix des œuvres. Ça aussi, c'est une réalité. C'est une chaîne qui n'est pas encore totalement construite ici. Non, qui n'est même pas... les maillons de cette chaîne-là font beaucoup de défauts ici. Mais en même temps, il faut espérer que, voilà, avec le temps, ça peut se construire et aussi, ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous sommes prêts à contribuer à ce que cela apparaisse. On va se battre pour ça. Je dirais que c'est beaucoup plus au Burkina Faso. Parce que à Cotonou, au Bénin, à côté, j'ai fait une expo il y a 5 ans, mais la plupart des œuvres, c'est des jeunes béninois qui ont acheté. Donc je pense que c'est qu'il faut qu'on travaille ici. Un argument qui peut être vendeur, c'est que les œuvres prennent de la valeur. Oui, ça prend de la valeur. Ça, il faut peut-être le dire plus souvent. Il nous reste 3 minutes d'émission, mais on va quand même passer un message fort pour qu'ils comprennent que notre tableau-là prend de la valeur au fil des émissions. Au fur et à mesure que la cote de l'artiste monte, ces œuvres prennent de la valeur. Le prix est multiplié par 10, par 20. Exactement. Donc, imagine. Voilà, donc il faut acheter nos œuvres parce que voilà. C'est important. Alors donc un dernier message à nos téléspectateurs. Christophe. Merci beaucoup. Merci de suivre cette émission qui fait la part belle aux arts plastiques. Et donc c'est aussi un moyen d'inviter le public à aller à la rencontre des artistes, de leur univers, de leur création. Et j'invite tout le monde à faire le pas vers les ateliers des artistes, vers leur lieu d'exposition et aussi rencontrer ces créateurs-là. Et comment on vous rencontre justement, vous? Bon, je ne vais pas forcément faire de la publicité ici, mais mon atelier se trouve à Tanguin, derrière l'hôtel Silmandé, et ça s'appelle les ateliers Manéré. D'accord. Et donc, voilà, c'est là-bas que je travaille et j'expose d'autres artistes aussi. Et donc, voilà, c'est pas loin d'ici, derrière le balai de Tanguin. C'est vrai, c'est vraiment pas loin. Un numéro de téléphone peut-être? Oui, 78 52 15 15. 78 52 15 15. Oui. D'accord. Atelier Manéré. Oui. D'accord.
Je dirais merci pour l'opportunité, pour parler de notre art, parler de ce qu'on fait et encourager les gens à venir voir ce qu'on fait et acheter nos œuvres. Absolument. Voilà. Donc, on peut me trouver à l'espace Soarwa. J'ai un espace culturel, l'espace Soarwa, où je travaille. Okay. Et il y a en même temps ma boîte de production de films d'animation aussi. Exactement. Voilà, donc, il faut venir à l'espace Soarwa pour voir les œuvres d'Adjaratou. C'est à Goumé. D'accord. Voir les œuvres d'Adjaratou et Drago. Et comment on fait pour contacter l'espace? Mon numéro, c'est le 70 39 20 81. 70 39 20 81. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci. On vous souhaite plein succès. Merci. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est d'être de la trempe des plus grands de ce monde. Merci. Qu'on puisse être super fiers. En tout cas, on a eu l'occasion de voir quelques-unes de vos œuvres. On a vu des écrits sur vous. C'est impressionnant. Donc, les amis, chers téléspectateurs, vous qui hésitez encore, Adjaratou nous l'a dit, les œuvres prennent de la valeur avec le temps. Il faut avoir ça comme information utile. Mais au-delà de cela, il suffit souvent de faire le mouvement, de faire le pas vers l'art. Et on se rend compte que l'art n'est pas aussi inaccessible que l'on se l'imagine. Parce que souvent, on se dit, c'est pour une certaine élite, c'est pour une catégorie de la société, mais absolument pas. Quand on parle d'émotion, quand on parle de ressenti, quand on parle de choses à dire, il est question de notre environnement, de notre société, de notre vie. Ça nous parle, donc on trouvera forcément un moyen de comprendre. On vous dit merci beaucoup de choisir BF1. Merci d'aller à la prochaine exposition et d'acheter les tableaux. Je vous dis déjà merci, je sais que ça va être fait. Et moi, je vous dis à demain, les amis, avec un autre sujet, toujours sur le plateau du Loft. Prenez grand soin de vous et merci de rester fidèles au programme de BF1. Faites vivre l'art, car l'art fait vivre. Au revoir.